L'idée de faire ou de se prêter à un autoportrait est une idée qui, je pense, à tout le monde fait peur. Fait peur pourquoi ? Parce que il s'agit finalement de construire une image qui ne s'enracine dans aucune vérité, même si on décide d'être sincère, et dont on ne sait absolument pas à qui cette image s'adresse. Je ne sais pas qui je suis, je ne le saurai jamais. Seuls les autres, peut-être à la rigueur, peuvent avoir une idée de moi, mais l'idée que j'ai de moi n'a évidemment, je le sais, aucun rapport avec aucune vérité. Ce qu'il y a, c'est que quand on arrive à un certain âge, comme le mien, l'idée ou le projet de se dépeindre se laisse entraîner toujours par le fait qu'on a déjà vécu et que par conséquent on va au fond malgré soi originer ce qu'on est dans le présent dans ce qu'on a été autrefois. C'est-à-dire qu'on est entraîné vers des souvenirs. Et donc, puisque le pronom grammatical de l'autoportrait, c'est le je, c'est de dire moi, finalement, ce je qui parle dans l'autoportrait, c'est un jeu de l'imaginaire de l'autrefois, comment je m'imaginais autrefois, quels sont les souvenirs de ma vie qui me remontent à la mémoire et qui font que j'existe. Et c'est là l'une des premières erreurs, si je puis dire, ou presque l'une des premières hypocrisies de l'autoportrait, c'est que, alors que, au fond, je vis profondément et intensément dans le présent, je ne vis que dans le présent. Quand je suis laissé à moi-même, je ne pense, pour ainsi dire, jamais à mon passé, et je ne pense jamais à mon avenir. Le fait de me mettre en position de faire mon propre portrait me retire en quelque sorte en arrière de moi-même. Le futur, au fond, j'en ai toujours, ou en tout cas pendant très longtemps, j'en ai eu une idée toujours optimiste, toujours euphorique. Le présent me donne toujours des soucis et des angoisses. Quant au passé, au fond, je n'y pense pour ainsi dire jamais. Ce sont simplement des sortes de flashs de ma vie passée comme ça qui parfois me traversent, mais ça ne va jamais très loin. Ça ne prend pas beaucoup d'importance et je crois que je serais à la lettre incapable de tenir un discours sur mon passé. Je serais incapable par conséquent d'écrire quelque chose comme des mémoires ou comme un roman autobiographique. Les rares fois où j'ai essayé de faire passer quelque chose de ma vie ancienne dans mon écriture, j'ai toujours choisi farouchement, si je puis dire, le fragment, et le fragment le plus court possible que j'ai baptisé du nom un peu pompeux d'anamnèse, c'est-à-dire une remontée très brève dans le temps, mais qui ne dure pas. Quant à ce qu'a été et ce qu'est encore la famille pour moi, biographiquement, j'ai eu un milieu familial, disons, d'une structure assez particulière, puisque mon père est mort à l'autre guerre mondiale, à la guerre de 14-18. Il est mort quelques mois après ma naissance. J'ai donc eu une enfance, et même une première enfance sans père. J'ai vécu avec ma mère, et
dans la famille de mon père, où très vite il n'y a plus eu que 2 femmes, ma grand-mère et ma tante. Et donc, ma famille, si vous voulez, au sens traditionnel du terme, a été une famille essentiellement féminine, dans laquelle n'est passée, pour ainsi dire, aucune silhouette d'homme. J'ai connu un peu mon grand-père paternel, qui était un homme très doux et très bienveillant, et j'ai connu un peu aussi mon grand-père maternel, mais aucune de ces silhouettes ne m'a véritablement marqué. Quant au groupe social auquel j'appartenais, il s'agissait évidemment de la bourgeoisie, mais d'une bourgeoisie pauvre, d'une bourgeoisie qui n'avait plus de moyens, qui ne possédait plus rien, qui était affrontée d'ailleurs sans cesse à des problèmes d'argent. J'ai eu une enfance pauvre, très pauvre, affrontée à des besoins qui, j'ai l'impression maintenant, enfin un mode de besoin qui maintenant a presque disparu. Quand j'étais enfant ou adolescent, être pauvre voulait dire qu'on se posait véritablement à certains moments des problèmes de nourriture, par exemple. On n'était pas sûr de pouvoir manger vraiment ce qu'on voulait. Il y avait des périodes de 2 ou 3 jours où on se nourrissait de pommes de terre et d'un peu de pâté de foie qu'on allait acheter chez l'épicier de la rue de Seine, par exemple. Et le manque d'argent s'imprimait dans 1000 circonstances de la vie quotidienne, bien entendu, mais pour ainsi dire dans des grands moments. Il y a ce qu'on pourrait appeler les grands moments épiques de l'indigence ou de la pauvreté. Par exemple, le retour des loyers, le retour du terme. Toute mon adolescence a été ponctuée par ces dates fatidiques qui sont le 15 octobre, ou qui étaient le 15 octobre, le 15 janvier, etc. Aussi, le manque d'argent s'imprimait dans le problème des vacances. Il n'y avait pas d'argent pour partir en vacances et je ne sais pas pourquoi, j'ai le souvenir d'un Paris beaucoup plus chaud l'été, dans lequel les mois de juillet étaient intolérablement chauds, et où le problème vraiment des vacances se posait d'une façon extrêmement pressante. Il y avait tout ce problème de l'argent qui n'empêchait pas, si vous voulez, une famille issue de la bourgeoisie de continuer à vivre selon des valeurs et des styles hérités de la bourgeoisie, sur le plan des pratiques quotidiennes, de nourriture, de logement, sur le plan justement de la cuisine même, sur le plan peut-être des valeurs aussi. Ma famille grand-paternelle, chez laquelle j'allais toujours en vacances, à Bayonne, dans le sud-ouest, était une famille qui pratiquait encore des valeurs de style traditionnellement bourgeois, dans le domaine de la morale ou des relations humaines. Tandis que le milieu où je vivais réellement à Paris avec ma mère n'était même pas un milieu. C'était une sorte de cellule tout à fait désocialisée. Et je puis dire que donc, dans une certaine mesure, à part ces plongées dans la bourgeoisie de province qui avaient lieu 3 fois par an, eh bien, à part ces plongées-là, j'ai eu une enfance et une adolescence et une jeunesse sans milieu social, hors du milieu social. Je n'en ai pas vraiment ressenti les contraintes. Et même les valeurs bourgeoises, au fond, elles ne m'ont jamais véritablement gêné.
parce que elle n'avait pas d'action répressive sur moi. On ne m'obligeait à rien en fonction de ses valeurs. Et quand je les voyais discourir autour de moi, surtout à Bayonne, au fond, elle suscitait plutôt en moi une certaine distance un petit peu ironique et en tout cas tout à fait romanesque. Dans mon enfance, j'ai été à la fois, mais je pense que c'est presque un trait de caractère puisque ça continue encore maintenant, à la fois malheureux et heureux. La question « êtes-vous heureux ?» est vraiment la question à laquelle je ne sais jamais répondre. S'il fallait répondre vite, je dirais je suis heureux. Je peux dire que toute ma vie, j'ai été heureux jusqu'à présent, mais en même temps, j'ai toujours été angoissé. J'ai été à la fois heureux et angoissé. Ça ne me paraît pas forcément contradictoire. Mais dans mon enfance, ce double sentiment se manifestait par le fait que j'avais, disons, un entour, je ne dis pas un entourage qui est un mot trop vaste et trop vague en même temps. J'avais un entour affectif qui me procurait le plus grand comblement. Je n'étais donc pas seul sur ce plan-là, loin de là. Mais en même temps, bien sûr, j'étais seul en tant qu'enfant de mon âge. Des amis, je n'en avais véritablement qu'au lycée. Et dans le milieu, dans le foyer, dans le ménage, là, effectivement, j'étais seul. Et donc, sans doute pour cette raison, j'ai très vite pris l'habitude de m'intérioriser pas mal, de me distraire, je dirais, avec moi-même, soit par la lecture, car j'ai lu bien sûr très tôt, j'ai lu surtout énormément de romans, je crois vraiment dès l'âge de 10 ou 12 ans, je lisais énormément de romans, des bons et des mauvais. Lorsque j'étais à Bayonne chez mes grands-parents, on était abonné à un cabinet de lecture qui existait, qui n'existe plus maintenant, rue Gambetta, à Bayonne. Et là, donc, je prenais tout, à la suite, les uns des autres, tous les romans qui se trouvaient sur un rayon. Et il y avait absolument, tout était mélangé sur le plan du goût. Il y avait du Balzac, il y avait du Pierre Benoît, il y avait du Delhy. J'ai lu énormément. Il y avait aussi... dans la bibliothèque de mes grands-parents, il y avait une collection d'un ancien journal, une ancienne revue pour les enfants qui s'appelait l'Album de la jeunesse, qui était relié par année, où il y avait des sortes de récits ou de romans merveilleux sur le plan de l'anecdote, de l'atmosphère, mais naturellement avec une morale extrêmement conventionnelle. J'ai donc beaucoup lu, ça a été vraiment l'une des grandes occupations de mon adolescence, de lire. Je dirais que je n'ai jamais tant lu que pendant que j'étais jeune, et plus j'ai avancé en âge, moins j'ai lu. C'est ça l'ironie. C'est que maintenant où je suis censé être une sorte de spécialiste de la lecture, de la critique, du livre, c'est le moment au fond où je ne lis presque plus. J'ai lu quand j'étais adolescent, quand j'étais jeune. Et puis il y avait aussi, dans mon adolescence, une grande source de, comment dirais-je, de plaisir, de satisfaction, d'occupation, une manière d'être seul que je meublais, je crois très bien, parce que j'aimais, disons, comme une forme de bricolage. J'ai toujours aimé le bricolage, non pas au sens vraiment technique du terme, parce que je ne suis pas très adroit de mes mains sur ce plan-là, mais j'ai toujours aimé, par exemple, me construire, m'imaginer,
me réaliser, si je puis dire, des espaces dans la maison pour travailler ou pour lire, m'arranger. Enfin, bon, j'ai connu le mot depuis et il a fait fortune. J'aimais m'arranger, disons, des structures. Ça, j'aimais beaucoup ça. J'aimais bricoler des structures d'habitation, arranger la chambre, les lieux de la chambre, etc. Je crois qu'on est toujours persuadé qu'on a un caractère et qu'on croit qu'on connaît son caractère. Mais c'est un peu un leurre, c'est un peu un piège, parce que le caractère qu'on s'imagine, c'est au fond une image. C'est l'image que, non pas l'image que les autres vous renvoient de soi, mais l'image que l'on croit que les autres ont de vous, et aussi mêlée à l'image qu'on voudrait leur donner. Je veux dire qu'il n'y a pas d'imagination du caractère sans une sorte de position morale, éthique au départ. Il y a ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et au fond, le caractère n'exprime pas ces dispositions, il les fait en quelque sorte. D'autre part, quand il s'agit de parler de caractère, il faut décider un petit peu de quel langage on va parler, parce que la description des caractères a beaucoup changé le long de l'histoire. Il y a une manière psychologique de parler des caractères, et maintenant il y a une manière psychanalytique. Personnellement, je ne saurais trop... si je devais chercher comment je projette le trait principal de mon caractère, je serais extrêmement embarrassé. Je pense que je le situerais plutôt du côté d'une grande angoisse, j'allais dire d'une grande exigence, mais je traduis tout de suite exigence par angoisse, de délicatesse. C'est-à-dire la peur de la blessure, la peur du retentissement et la soif du comblement, l'envie d'être comblé. Et bon, toute ma vie se développe entre ces deux pôles, qui sont d'ailleurs d'une très grande banalité. Mais je veux dire que, par exemple, l'angoisse d'être blessé développe continuellement chez moi, me semble-t-il, une sorte d'ensemble d'un ordre de valeurs qui est de l'ordre de la délicatesse et, par exemple, un certain rapport à la politesse. Pour moi, la politesse n'est pas du tout... Bon, c'est un mot extrêmement démodé. J'en fais une valeur importante, car pour moi, la politesse n'est pas du tout une valeur conformiste, ce n'est pas du tout ce qui est imposé par un code des bonnes manières. Mais la politesse, c'est effectivement une manière de se protéger. C'est une manière de se protéger sans blesser l'autre. C'est donc un état d'équilibre très subtil et très fin, qui est très difficile à défendre. Je ne suis pas du tout sûr de l'accomplir toujours, car un caractère poli est aussi, n'est-ce pas, par en dessous, ça va de soi, peut être un caractère violent. La violence peut très bien passer à travers la politesse. Mais je dirais que finalement, c'est dans une sorte d'espace comme ça qui serait dessiné par des mots comme politesse et délicatesse, possibilité de ne pas dire, possibilité même de tricher quelquefois avec les mots,
de jouer avec l'implicite, de s'installer dans l'indirect. C'est de cet ordre-là que, à tout instant, il me semble que j'ai envie d'appartenir à cet ordre-là ou dans cet espace-là. Le travail, il faut naturellement distinguer rigoureusement, ça s'impose, je pense, à tout le monde, entre le travail, je parle ici d'ailleurs uniquement dans le champ de l'intellectuel, bien sûr, je ne parle pas du travail en général. Dans le champ de l'intellectuel, il faut distinguer soigneusement le travail tel qu'il est façonné et rendu obligatoire par la scolarité, quelle qu'elle soit, du lycée à l'université, qui est un travail qui est en général profondément nauséeux, et avec lequel des générations et des milliers d'écoliers et d'étudiants luttent désespérément, du travail auquel on accède soi-même plus tard quand on crée, comme on disait autrefois. C'est un problème de création. On pourrait dire maintenant quand on produit, quand on accepte de se mettre dans un projet de production. Alors à ce moment-là, le travail, bien sûr, devient une jouissance. C'est incontestable et c'est, je dirais, presque le seul espoir qui reste au monde selon une vue utopique. C'est qu'un jour... je dirais que l'utopie, n'est-ce pas, l'utopie qui fait envie, c'est pas tellement un monde où on ne travaillerait plus, c'est plutôt un monde où on travaillerait un peu, pas beaucoup, mais d'une façon profondément jouissive. Alors cela, on accède à ce travail jouissif dans l'ordre de l'écriture, enfin, ou de l'intellectualité. On n'y accède pas tout de suite. Il faut d'abord, je crois, une sorte de baptême de sanction sociale, c'est-à-dire il faut que la première chose que vous avez écrite librement, elle soit bien reçue et que ensuite le reste vous soit demandé. Sans cette espèce de première petite consécration, le travail ne peut pas faire plaisir. Le travail d'écriture reste une pratique très angoissée, qui est menacée par des dangers terribles qui sont la velléité, l'impuissance, l'agraphie, la tentation d'écrire sans y arriver. Et tous ces dangers sont effectivement très réels et je pense qu'il n'y a qu'une chose qui les surmonte, je le répète, c'est de pouvoir publier une première chose et qu'elle soit écoutée, qu'elle soit reçue. Mais à partir de ce moment-là, je dirais que vraiment tout, je crois, devient extrêmement facile. Certes, on peut réussir, on peut rater un texte peut être bien ou mal accueilli par la suite. Il n'empêche, c'est un peu comme une mayonnaise ou une crème qui a pris, et vous ajoutez du travail et ça prend toujours de mieux en mieux. C'est là que vraiment il y a une jouissance de travail. Dans ma vie présente, je dois beaucoup lutter pour préserver ces zones de travail personnelles et c'est l'un des problèmes importants de ma vie comme de la vie de la plupart des intellectuels et des écrivains d'aujourd'hui. C'est évidemment de résister à la dispersion, à la demande désordonnée qui s'adresse à vous pour maintenir des zones de travail. Mais à ce moment-là, je n'ai pas, en ce qui me concerne, de plus grand plaisir, en dehors des plaisirs de l'affect ou des plaisirs de la volupté, je n'en ai pas de plus grand que de me lever le matin en me disant que j'ai toute une matinée tranquille devant moi pour travailler. Travailler, c'est-à-dire essentiellement, finalement, écrire un texte, à la rigueur écrire ce qui sera la matière d'un séminaire,
Ça, c'est véritablement une très grande jouissance. Et c'est une jouissance qui, justement, à ce moment-là, s'accompagne, je dirais, d'une jouissance supplémentaire d'organisation du travail. Il y a toute une organisation de la structure, de l'espace de travail, ce que j'appelle toute la papeterie du travail, qui est une chose qui donne énormément de plaisir. Et il me semble que dans ma vie, c'est toujours ce qui reste à travers des évolutions, des difficultés, des tentations de toutes sortes, à travers des leurres, à travers des pannes, des paresses aussi. Il reste toujours ça que je sais que si je veux, je peux travailler. Je peux travailler d'une façon, je le répète, jouissive. Cette période qui a suivi la première attaque de tuberculose que j'ai eue a été très marquée pour moi, non seulement par le théâtre, mais aussi par la musique. J'avais à ce moment-là un ami très cher qui a disparu depuis, qui était Michel Delacroix, le fils du philosophe et du doyen de la faculté des lettres. Et ensemble, nous avons décidé d'apprendre le chant. Et nous ne connaissions personne, nous avons hésité. Il y avait à ce moment-là deux chanteurs qui, disons, nous séduisaient par leur style dans la mélodie, dans le lead. C'était d'une part Pierre Bernac et d'autre part Charles Panzera. Et nous nous sommes finalement adressés à Charles Panzera avec beaucoup de scrupules parce que c'était un artiste extrêmement connu, en lui demandant simplement par lettre de nous indiquer l'un de ses répétiteurs qui pourrait nous prendre, nous donner des leçons. Et Panzera, avec une extrême générosité, en sachant que nous étions étudiants, nous a proposé de nous faire travailler lui-même. Et de la sorte, j'ai travaillé le chant 2 ans avec Panzera. Et je ne peux pas, il m'est impossible, depuis d'ailleurs j'ai gardé une profonde admiration pour Panzera et Panzera m'a appris beaucoup de choses bien au-delà de la musique, puisque ensuite, retombant malade, je n'ai pas pu continuer le chant. Il m'a appris, disons, il m'a appris des choses qui concernent ce qui a fait ensuite l'essentiel de mon travail, à savoir le texte, la textualité. Mais je ne peux pas repenser à cette époque, qui est une époque immédiatement antérieure à la guerre, si vous voulez, sans entendre, par une sorte d'anamnèse extrêmement forte et presque violente, la voix, cette voix inimitable de Panzera. Et si, dans cet exercice de l'autoportrait, qui est un exercice un peu périlleux et donc parfois un petit peu tendu pour moi, si quelque chose pouvait passer comme un plaisir, ça serait que j'entende ici même la voix de Panzera, par exemple dans La vie antérieure de Duparc. Je souhaiterais beaucoup qu'on puisse l'entendre entièrement, sans la couper, et que par une dernière demande, je souhaiterais, si je puis dire, de n'avoir pas à la commenter. Je disais tout à l'heure que je parlais de l'absence du père, et au fond, en écoutant ce disque, j'avais dit que je ne le commenterais pas, mais je voudrais tout de même ajouter un mot. J'ai eu, au fond, il me semble que j'ai eu 2 pères dans ma vie, 2 créateurs, 2 artistes qui ont eu une fonction à la fois d'éclairement et de conduite très forte. Et je pense que Panzera a été l'un de ces 2 artistes. L'autre a été Brecht. Brecht a une très grande importance dans ma vie. Ses écrits, son théâtre, lui-même je l'ai très peu connu, je l'ai très peu vu. Mais il m'est même maintenant,
où les choses ont beaucoup changé sur le plan idéologique. Il m'est difficile de traverser un travail sans de nouveau rencontrer Brecht. De même qu'il m'est difficile de traverser la musique, de traverser même le texte, sans retrouver Panzera.